Donc c'est parti avec Thibaut Bechtoil qui vient nous voir. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors patron d'Ozone, mais surtout... président de Croissance Plus. Ouais, président de Croissance Plus. Pour combien de temps? C'est pour 2 ans, c'est ça? Alors c'est 2 ans renouvelables un an, donc ça se termine en juin. Donc c'est la dernière année d'exercice. J'avais toujours, tu sais Thibaut, mais je le disais à ton prédécesseur d'ailleurs, moi je pense qu'il y a un sujet... il faut rester plus longtemps. Je sais que c'est compliqué, vous gérez votre boîte, etc. et tout. Mais tiens, peut-être que d'ailleurs Julie aura son avis, je la présenterai. Mais je pense qu'il y a un sujet un peu comme le centre des jeunes dirigeants, où je crois que c'est 2 ans, puis après ils sont... Le temps de se faire connaître, le temps, vous-même d'ailleurs, d'apprivoiser les médias, de comprendre comment ça marche, etc. Et on est parti. C'est un très bon point. On va vous mettre dans notre comité de réflexion sur la gouvernance. Non mais sérieusement, parce que moi voilà, tu vois, pour le genre de débat qu'on va avoir là... En fait, 2 ans, c'est très court. Donc là, les derniers mandats ont été prolongés d'1 an. Mais c'est vrai que c'est court également. Donc on est assez d'accord avec ton constat, qui est qu'effectivement, il faut le temps que le président un peu se mette en place, connaître les gens, l'écosystème, les politiques, les médias. Et effectivement, c'est très court. Alors, puis le temps que les médias te connaissent, c'est-à-dire le temps que Asselin, je ne sais pas combien de temps il a mis, donc l'actuel patron de la CPME, qui maintenant, pour le coup, fait autorité, mais je crois qu'il a bien mis 2-3 ans à ce que, ça y est, on soit parfaitement à l'aise à l'inviter et à discuter avec lui. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Donc il y a une réflexion sur ce sujet. Bon, très bien. Donc Julie de la Sablière, salut Julie, présidente et fondatrice de Little Wing. Alors justement, tu t'occupes de communication d'entreprise, tu t'occupes de stratégie d'image, etc. Tu es d'accord aussi, il y a un sujet quand surtout ce que représente Croissance Plus, quoi. C'est vraiment, pour le coup, enfin vous le savez, ce qu'on essaye nous aussi d'incarner, c'est-à-dire le dynamisme de l'entrepreneuriat et de l'entreprise française. Oui, il y a besoin de s'installer. C'est sûr qu'on a besoin de votre contribution au débat. Ouais, voilà. On a besoin qu'elle s'installe un peu dans la durée, mais souvent quand il y a des mandats courts, il y a aussi une relative longévité de certains dirigeants qui sont reconduits. Donc c'est ce qu'on espère. Mais reconduit pour 3 ans, c'est-à-dire que 3 ans c'est le max. Alors après, reconduit, vous en avez d'autres, des présidents de Croissance Plus qui sont devenus présidents du MEDEF, donc ça prolonge quelque part. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, effectivement. Geoffroy Roux de Bézieux en l'occurrence. Puis on a Denis Père qui est, alors pour le coup, lui, membre fondateur. Alors membre fondateur et très actif aujourd'hui dans la campagne. Voilà, très actif. Je crois qu'il aimerait l'être un peu plus parce que visible en tout cas, oui. Oui, il était totalement invisible. Oui, c'est vrai, mais en fait, il a des réflexions. Voilà. Il a plein de réflexions à porter, bien sûr. Non, mais il a des réflexions sur justement ce qu'il va faire après les décisions du parti Les Républicains qui, quelque part, veut jouer les choses en famille. Mais non, je pense que écarté. Enfin, je lisais encore tous les papiers là ce matin sur ce qui va se jouer autour du... Donc, puisque ce sera un vote des militants, à aucun moment il n'est cité. Pour l'instant. Après, il prendra peut-être d'autres décisions. Ça lui appartient, invitez-le. Mais je pense qu'il a des réflexions. Il veut apporter sa contribution au débat sur, finalement, cette classe politique qui, depuis 40 ans, a laissé la dérive des finances publiques, la dérive sur un certain nombre de sujets. Donc je pense qu'il veut peser, il veut jouer. On verra quelle est sa position. François Mickey-Marty, salut François. Bonjour. Le président de Via Voice. C'est ça, voilà. Ça. Je suis ravi de participer à cette émission consacrée au programme de Denis Père. Président. Écoute, alors, mais tiens, on peut démarrer avec ça parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on finissait, je crois, jeudi, et je trouvais très très pertinent ce que me disaient mes interlocuteurs, et je ne doute pas que vous serez tout autant pertinent. En fait, je cherchais comment est-ce que des chefs d'entreprise pouvaient parler de ce qui se passait autour de Zemmour et il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose d'entrepreneurial dans sa démarche. D'abord, le fait d'éditer son bouquin alors qu'aucun éditeur ne voulait l'éditer. Et puis, un petit peu comme Macron à une époque, c'est-à-dire, j'y vais, j'ai pas de parti, j'ai rien, oui, j'ai des amis, j'arrive à aller gratter un peu d'argent à droite à gauche, mais globalement, je fais une forme de saut dans le vide et puis on verra bien. Et mes interlocuteurs disaient, oui, il y a peut-être une mutation de la politique, en fait, qui est en train de se faire, justement, avec ces profils énarques, 40 ans, je crois quel est le mot, j'allais dire, on se souvient, on commémore les 2 ans de la mort de Jacques Chirac, donc là, parfait profil, tu vois, de ce qui avait habité la politique pendant les 30 Glorieuses. François ? Oui, c'est très... Enfin, si je puis me permettre. Mais vas-y. Non, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'il y a au fond la figure de l'entrepreneur politique qui se développe là, c'est exactement ça. Et dans un contexte où on a à la fois... tous les éléments sur la fragilisation des formations politiques traditionnelles, un besoin de renouveau, et aussi des clivages politiques classiques qui ne fonctionnent plus ou moins bien. Le clivage gauche-droite a pris l'eau, le clivage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est bien sûr très présent, mais certains aspirent à le renouveler. Donc il y a tous ces éléments qui travaillent.
la limite de l'exercice, mais qui pour moi est un vrai sujet de réflexion, et donc je ne sais pas si vous avez des éléments, c'est précisément l'inscription dans le temps long. C'est-à-dire qu'au fond, pour un entrepreneur politique, doit pouvoir installer une marque politique dans la longue durée. Et pour être identifié alors oui, Emmanuel Macron, très bien, mais même aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a quand même le procès qui lui est fait, au fond, en manque de proximité par rapport aux gens, etc. Alors, moi qui ai un certain âge maintenant, je me souviens des campagnes que pouvaient faire pendant des décennies François Mitterrand, Jacques Chirac, qui allaient sillonner la France et donc épouser les idées, les conceptions, les rêves des électeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Alors certes, on voit d'autres cas de figure qui apparaissent, mais je crois que c'est quand même un petit bémol. C'est-à-dire on a quand même aujourd'hui une partie des Français... D'où cette fameuse phrase hors sol. D'où cette fameuse phrase hors sol. La campagne électorale pendant des décennies, ça fait du bien. Enfin, l'idée d'aller au contact des électeurs, comme faisait Jacques Chirac, pour caresser les fesses des vaches et en discuter. Bon, ça fait du lien. Voilà. Et je crois que ça fait... Donc oui, entrepreneur politique, et on voit toutes les conditions qui le permettent, mais il y a quand même cet élément-là. Je me souviens d'une phrase d'un électeur qui m'avait dit à la fin des années 90, mais on a des personnalités politiques, on ne voit pas la France derrière. Voilà. Donc vous pouvez être entrepreneur, mais il faut quand même voir la France derrière le candidat. Et je crois que c'est fondamental, particulièrement aujourd'hui. Thibault, est-ce que ça t'inspire ? Parce que je n'avais pas prévu qu'on parle de ça, donc vraiment, sentez-vous très libre. Moi, ma réaction, c'est quelque part une réaction effectivement de chef d'entreprise qui réfléchit à sa stratégie et son positionnement. Zemmour a un positionnement très clair et très différencié. Enfin, je pense que Julie ne me contredira pas. Et ça joue beaucoup. Et finalement, moi, ce que je regarde beaucoup depuis des années, c'est le manque de vision et de stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien à un individu, une association, une entreprise ou un État. Quelle est la stratégie, en fait, quelle a été la stratégie de tous les présidents ? D'ailleurs, ce n'est pas Macron spécialement, mais aujourd'hui, en fait, il surfe un petit peu sur l'actualité. Il n'y a pas une véritable vision stratégique sur les dépenses publiques. Vous voyez, on a complètement perdu la bataille du numérique. Il y a des raisons à ça. Hein. Ces raisons, c'est les fonds propres des boîtes américaines. Qu'est-ce qu'il y a derrière les fonds propres ? C'est les fonds de pension américains. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre un peu de capitalisation dans les retraites ? Et est-ce que ça aiderait pas l'économie française ou européenne ? Donc, il y a un certain nombre de sujets. Tu prononces un mot, là, mais c'est... Enfin, un gros mot. Un gros mot. Si tu veux, on peut aussi parler d'immigration, puis comme ça, on est tranquille, on ferme. La capitalisation des retraites, non. Même s'il l'avait voulu, même la plus anodine des réformes, parce que franchement, sa réforme des retraites était assez anodine. Alors, en fait, heurte le pays, le fracture. Alors, t'imagines. Si on s'arrête là-dessus, mais mon propos allait au-delà de ça, mais si on s'arrête sur le sujet de capitalisation, ce qu'on propose, on a fait toute une étude avec l'Institut Molinari, on fait des propositions très concrètes avec un rapport de 85 pages, mais rassurez-vous, il y a la synthèse qui existe aussi, sur les enjeux. Et dans les enjeux, il y a des enjeux de compétitivité, de souveraineté, d'innovation. Je termine juste par ça. Et aussi un enjeu social. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une capitalisation qui profite à tous, y compris aux bas salaires. C'était simplement Stéphane. Non, mais c'est super intéressant parce que ça va dans le sens de ce que disait François, c'est-à-dire tu peux effectivement imaginer des solutions formidables. Tiens, je vais vous raconter un petit truc, c'est pas pour qu'on en parle là, mais je me suis pris de passion pour l'histoire de doubler le salaire des profs. Voilà, pour le coup, j'ai fait les maths, comme disent les Anglais, etc. Enfin bon, ça m'intéresse énormément. Et derrière, comme il manque des chiffres, je vais auprès des syndicats enseignants, de leurs porte-parole et tout, essayer de récupérer les chiffres qui me manquent, notamment le salaire médian des différentes catégories. Tu as le salaire moyen, tu n'as pas le salaire médian, tu vois, voilà, pour savoir exactement ce qu'on a. Et donc, tu leur racontes un petit peu le schéma que tu pourrais imaginer, notamment doubler le salaire net de charge, tu vois, pour essayer. Mais tout de suite, le gars te dit « Ah, c'est pour installer la retraite par capitalisation. » Tu vois, les gars sont tellement... Mais moi, à fleur de peau sur ce genre de sujet. Et je ne veux pas monopoliser la parole, mais il faut qu'à un moment donné, on arrête de traiter les symptômes. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a sur son poste de travail, on n'a que des logiciels américains. Quand on voit l'infrastructure de réseau, c'est globalement Cisco, un peu Huawei, justement, on essaie de s'en protéger. Cybersécurité, c'est pareil. D'où ça vient ? Et il faut remonter, en fait, la chaîne. Et quand on remonte la chaîne, on arrive à ça. Mais mon point, c'était pas tellement là-dessus. Tu peux avoir un petit ERP SAP, quand même. Oui, et voilà. Et Tibéo qui s'est fait racheter par SAP, certes. Et Denis Père pourrait en parler. Non, mais ok, mais tu vois, ça nous éloigne de l'histoire entrepreneuriale politique. Julie, l'entrepreneur en politique. Après, moi, je pense que la campagne de 2017, elle a fait bouger les lignes. Forcément, elle a baissé les barrières à l'entrée pour les candidats et elle a montré que l'affaiblissement des partis.
qu'un candidat n'a plus besoin de parti derrière lui. Donc Xavier Bertrand essaye de se détacher autant que possible en montrant qu'il peut y aller seul. Ouais. Denis Père est un entrepreneur en politique. Et Éric Zemmour peut être un entrepreneur en politique. Mais du coup, c'est des destins individuels. Et c'est des personnalités qui, effectivement, doivent montrer comment elles vont engager. C'est pour ça que la première action d'En Marche, c'était le porte-à-porte. Le premier acte du mouvement, c'était pour tous ceux qui avaient envie de le rejoindre ou qui étaient intéressés par ce mouvement, c'était d'aller rencontrer leurs voisins dans les mêmes villes, etc., et d'aller taper aux portes, écouter les Français, etc. Et c'était clairement pour montrer qu'il y avait... pour valider le fait que derrière la candidature d'Emmanuel Macron, il pouvait y avoir une dynamique de terrain plus forte. Ce qui a été vrai d'ailleurs. Baisser les barrières à l'entrée, tu as parfaitement raison, Julie, ce qui est vrai pour toutes les entreprises, en fait, finalement. Ouais, exactement. Les nouvelles technologies, etc. La société de la communication baisse les barrières à l'entrée pour faire émerger une marque. On en est un petit peu les témoins, nous, Bismart, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire très vite. Et c'est aussi ce dont se servent peut-être les entrepreneurs en politique. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Julie, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant, c'est Gaspard Koenig, sur un thème différent, simple. Mais effectivement, il a fait du porte-à-porte. Son voyage, ses pérégrinations à cheval, c'était du porte-à-porte avec les Français. Et nous, on l'a vu récemment, c'est vrai qu'il porte des choses extrêmement fortes. On est dans une société hyper bureaucratisée. L'IFRAP dit 84 milliards de surcoûts liés à la suradministration. Donc, c'est très intéressant comme démarche. Guillaume Poitrinal sera avec nous demain, si vous voulez tout savoir. C'est-à-dire celui qui... c'était sous Hollande, avec Thierry Mandon. Ils étaient au bout d'y arriver, en fait. C'est vraiment une vraie loi de simplification avec ce conseil de la simplification qui aurait été comme le Conseil d'État, qui aurait eu droit de veto sur des lois qui n'avaient pas le dispositif pour annuler les lois précédentes. Donc, campagne oxygène, comme je dois vous dire, c'était donc fin de semaine dernière. Là, j'ai été saisi. Donc, sondage Opinionway, je crois. Julie, je parle sous ton contrôle. La proportion de chefs d'entreprise confiants sur les perspectives de l'économie française est en chute libre depuis 2 mois. Alors qu'on se retrouve avec les marges les plus spectaculaires de l'histoire de l'économie française, en tout cas depuis 1949. On se retrouve avec des niveaux de trésorerie que les chefs d'entreprise n'ont jamais connus. Je suis sidéré. Donc François, je me tourne vers toi. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi? C'est la campagne, en fait, qui est en train de tous les stresser. Comment c'est possible? Alors, c'est peut-être vrai sur les dirigeants d'entreprise. Nous, là, on vient de faire un sondage aussi. Vas-y, non, je t'en prie. Via Voice, qui a autant de mérite, sur les cadres dirigeants, qu'on vient de réaliser là il y a une semaine. Donc là, la confiance se maintient apparemment. Donc, d'accord. C'est le baromètre des décideurs. Voilà, le baromètre des décideurs avec HEC. Je connais très bien, bien sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir en effet des dirigeants d'entreprise qui peuvent être... Alors c'est vrai que c'est totalement paradoxal parce qu'on est dans une période de fourré, etc. Bon, en même temps, il y a une partie des entreprises qui vont moins bien que d'autres. C'est ça, non, très peu. Enfin, c'est vraiment... Hôtellerie, restauration. Non, mais moi je le tiens à le marteler, ça aussi c'est pareil, tu vois. Non, mais à un moment, non, c'est pas vrai. Il y a une toute petite partie peut-être des entreprises, mais globalement, dans leur très grande majorité, elles connaissent une situation qu'elles n'ont, pour beaucoup d'entre elles, jamais connue. Et donc, ce qui serait intéressant, ce serait de creuser les éléments de ces dirigeants d'entreprise-là qui ont des signes d'inquiétude. C'est vrai qu'on a des éléments qui sont plutôt porteurs sur le revenu des ménages. C'est vrai qu'on a plutôt des éléments qui sont porteurs en termes d'innovation, en termes de tendance économique, en termes de trésorerie, tu le disais très justement, en termes d'accès au financement. Ceci dit, tout ceci étant dit, c'est très ennuyeux parce que dès que le moral économique a tendance à décrocher, ça veut dire que l'envie d'agir peut décrocher aussi, et l'envie d'investir aussi, et de l'économie, comme nous le savons tous, repose sur de la psychologie. Donc il y a un élément là qui est très embêtant. Voilà. Je trouve que c'est un peu ces résultats-là sont un peu contre-intuitifs par rapport à ce que l'on voit. Faut attendre un peu. Ouais. Tu es en train de nous dire qu'il faut se méfier des sondages, en fait. Non, mais bien entendu. Alors, il faut d'abord se méfier de tout parce que la menace est partout et l'ennemi lui-même est partout. Voilà. Non, on est comment dire. Il y a aussi un autre registre qui est le fait qu'il y a la psychologie et puis il y a la réalité. On a aussi une partie des dirigeants d'entreprise qui disent mais on a une période de reprise aujourd'hui. Alors, je sais bien que tout ça fait défaut et que je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet-là, mais qui est le rattrapage de ce qu'on a connu l'année dernière. Donc oui, il y a des moyens, oui, il y a de la trésorerie, c'est tout à fait incontestable, etc. Néanmoins, le plus 6% qu'on connaît cette année ne vient pas de nulle part. Donc voilà, je vois bien que le climat est très bon, mais il y a aussi des réalités économiques qui parfois ne sont pas si positives que ça. On est sur Bismart, on a le droit. Oui. Excédent brut d'exploitation, qui est quand même
le critère de tous les critères, voilà. Donc qui avait plongé, donc chiffre de Rexecode, hein, merci à Denis Ferrand, qui avait plongé d'à peu près 50 milliards en 2020. Mais c'est presque touchant, c'est presque à l'euro près. Il a récupéré d'ores et déjà les 50 milliards. Donc tu te retrouves avec un EBE que tu avais en 2019 et avec une trésorerie, des marges d'investissement, un accès au financement, derrière, on peut en dire un mot, un budget qui continue à envoyer Enfin, franchement... Bon, ceci dit, on voilà, est en train de parler de variation, c'est-à-dire que le climat est quand même positif. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de la baisse enregistrée dans ce sondage dont on parle là, mais bon, le climat est quand même... Chute libre. Bon, je me méfie alors de... Julie, ton moral n'est pas en chute libre, non, toi, en tant que chef d'entreprise. Non, mais pas du tout. Voilà. Effectivement, je pense qu'il y a sans doute des entreprises en difficulté parce que tension sur les recrutements, parce que tension sur les approvisionnements dans certains secteurs, etc. Évidemment. Après, moi, je ne crois pas du tout à un impact de la campagne parce que je pense que la campagne, elle est encore sous forme très gazeuse aujourd'hui. D'accord. Et très, voilà, très fragmentée. Et moi, je n'entends pas du tout les gens parler de la campagne encore à ce stade. Donc, je ne crois pas à ça. En revanche, je note quelque chose qui est assez net, qui est, oui, les entreprises se portent bien, mais non, elles n'ont pas tellement envie de la ramener. Parce qu'elles n'ont pas envie de faire le tiroir-caisse de la campagne, justement. Et donc, bon, peut-être elles viendront sur Bismarck pour dire que tout va bien, que leur marche en recession, etc. Ouais, c'est ça. Pour vivre heureux, continuons à vivre caché. Je pense qu'il y aura une frilosité des acteurs juste parce que, voilà, ils sentent bien aussi que l'État va chercher de l'argent, que les candidats vont tirer de tous les côtés pour essayer de trouver des gérants taxés, des secteurs, voilà, et que globalement, faut faire un peu profil bas. Thibaut, comment tu vois ça? Alors, moi, je suis effectivement très surpris parce que les entrepreneurs de Croissance Plus sont très positifs, très confiants dans l'avenir. Il y a une croissance mondiale, française, européenne qui est très forte, avec des pourcentages qui sont même réajustés un peu à la hausse. Les entreprises, pour beaucoup, se sont renforcées. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce télétravail, etc. Alors, il faut savoir le gérer, c'est compliqué. Hein. Moi, j'accompagne un entrepreneur dans le domaine de la supervision de réseau informatique et qui me dit Thibaut, moi j'ai un gars, il veut partir en Italie, l'autre à Rennes, etc. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça pose des problèmes de management, d'accord? Donc il faut s'adapter parce qu'il y a effectivement une nouvelle donne, notamment géographique. Quel est finalement le corps social de l'entreprise? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il peut être, quand c'est une boîte à Paris, en centrale quelques jours par mois? Donc ça pose des vrais sujets. Mais les boîtes se sont renforcées. Il y a un accès au financement, comme tu le disais, qui est important. Après, il ne faut pas que cet accès au financement soit une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le système, il faut qu'il puisse sortir. Ouais. Et donc, on n'a toujours pas résolu, en France ou en Europe, le sujet de la sortie, puisque beaucoup de boîtes font des sorties aux États-Unis, soit par acquisition, soit par des entrées au Nasdaq. Donc, il y a quand même quelque chose, un climat extrêmement positif au sein des entrepreneurs de Croissance Plus. J'ajouterais aussi que ça me rassure tout ça. C'est assez difficile en fait de parler aujourd'hui de la situation de manière globale. Donc effectivement, il y a les quelques secteurs que tu citais qui sont sinistrés. Mais je me rappelle dans les premiers mois après la crise au début de la crise du Covid, on disait finalement on ne peut plus faire d'analyse générale. Donc un sondage aussi général que ça, est-ce qu'il est pertinent, sachant que chaque secteur doit pouvoir, s'analyser dans cette... tu vas dire que tu as tourisme et événementiel. Voilà. Oui. Sinistré. Voilà, c'est ça. L'événementiel repart. Hein. L'événementiel repart, mais c'est vrai que là, il y avait, on a beaucoup raconté, il y avait des trous dans la raquette, notamment ceux qui donc il faudra revenir pour les événements, commenter le sondage dans 2 mois. Là. Ouais, d'accord. Non, mais j'aurais sans doute dû aller regarder plus à fond à l'intérieur de son... Par rapport à ces données, ce qui sont très intéressantes, c'est que les données qu'on a, nous, sur le moral des cadres, progressent de manière extrêmement forte, là, maintenant. Oui, maintenant. Ils pètent le feu, tu veux dire? Ils pètent le feu, c'est ça. Très bien. Donc, c'est un peu divergent avec... Alors, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des dirigeants d'entreprise, mais c'est limité aux dirigeants d'entreprise. Les cadres c'est important, les cadres aussi. Hein. Ils ont aussi un pouvoir d'influence sur les équipes en termes de management, etc., etc. Les cadres vont bien. Voilà. Et effectivement, je me disais, un peu comme Julie, si ce n'était pas le sujet de la dette. Si c'était pas, il n'y avait pas de la part des chefs d'entreprise. Non, Thibaut, tu ne crois pas à cette idée? Je pense à un moment, même si la trajectoire des finances publiques et la baisse confirmée de l'impôt sur les sociétés devrait là aussi rassurer tout le monde. C'est quand même spectaculaire le chiffre. C'est vrai, et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je t'encourage à voir le camembert en fait qui représente les sources de financement aux États-Unis, en Europe, en France, etc. Aux États-Unis, c'est extrêmement équilibré. Un quart de capital, on va dire long terme, un quart de VC, un quart de dette, et puis le dernier quart, je ne sais pas ce que c'est. Ici, en France, et ça s'est renforcé avec la crise, c'est 75% de la dette. Donc, à un moment donné, c'est quand même un souci pour les entreprises. Il y a ce déféré de paiement sur le PGE qui rassure un peu, mais à un moment donné, il faudra quand même rembourser. Et il ne faut quand même pas oublier que les entreprises se sont vraiment fragilisées. Ça, c'est un point absolument fondamental que je tiens à souligner. C'est qu'on a travaillé d'ailleurs... En parallèle, Rexecode a fait une étude, on a fait une autre sur la proposition d'action de croissance. C'est-à-dire en fait essayer de proposer des schémas
avec pourquoi pas du capital garanti qui permettent en fait de rediriger 100 milliards à peu près d'épargne des Français vers les entreprises. Donc ce sujet de fonds propres, non mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd la bataille économique sur le sujet des fonds propres. Que ce soit avec le sujet que j'évoquais tout à l'heure. Bon, alors écoute, enfin, ça va être un peu technique, pardon, mais il se trouve que le gouvernement, il a essayé de mettre en place un dispositif. Timidement, avec le prêt participatif. Bah oui, timidement, mais oui. Très cher, c'est finalement de la dette. Donc quand on dit quasi fonds propres, c'est un peu un jeu de dupes. Donc moi, je parle de vrais fonds propres, avec des gens qui rentrent dans le capital, qui croient. C'est les chefs d'entreprise qui n'en veulent pas. Alors c'est un autre sujet dont on pourra parler, mais globalement, c'est les chefs d'entreprise qui n'en veulent pas. Mais qu'il faut traiter. Nous, on milite beaucoup pour ça. C'est-à-dire, on est des grands promoteurs du fait de faire entrer des investisseurs au capital. Ah, mais bien sûr. Ce sera beaucoup plus des partenaires que vous ne l'imaginez. Donc voilà, moi j'étais un peu dans ce système depuis toujours. Mais en tout cas, c'est un des grands combats de Croissance Plus, qu'on mène d'ailleurs avec d'autres comme France. Et on a même, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on a même une occasion ratée. C'est-à-dire que je me souviens très très bien, au moment de la prise des PGE et au moment donc de la sortie du premier confinement, où quand même... Voilà, il ne faut pas avoir la mémoire courte, on ne savait pas trop comment tout cela allait tourner. Il y avait cette idée, une chance historique pour les chefs d'entreprise, ils vont se rendre compte de la fragilité en fait de leur bilan assis sur la dette et il vaut mieux l'appuyer sur des fonds propres. Puis il ne se passe rien en fait. Oui, mais je pense que c'est un combat qui est toujours à mener, sur lequel nous on va continuer à faire des propositions. C'est vrai que c'est un enjeu majeur et très difficile. C'est-à-dire c'est une conversion culturelle. Et c'est majeur financièrement. Et si on va avoir des entreprises qui sont en croissance et qui se développent, c'est fondamental. Voilà. Culturel, des épargnants et des chefs d'entreprise. Exactement. Des épargnants et des chefs d'entreprise. Au fond, il y a toujours la crainte de... Mais d'abord des chefs d'entreprise. C'est toujours la même idée. Ah oui, mais je perds le contrôle de ma boîte. Ah mon Dieu, mais comment ça va se passer etc. Les choses évoluent quand même. Julie ? Non, mais je peux que souscrire effectivement de ce qu'on voit des entrepreneurs, oui. Une crainte très forte. De perdre le contrôle. Préfère discuter avec le banquier qu'avec un actionnaire. Oui, mais alors en fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'on n'est pas obligé de faire rentrer au capital quelqu'un qui a la majorité de son entreprise. On peut très bien faire rentrer des gens au capital à hauteur de 20%. Déjà, ça commence à amorcer le système. Et puis après, on est vraiment dans cet exercice de création de valeur ensemble, où l'actionnaire et l'investisseur est un véritable partenaire. Et puis, on fait les prochaines étapes ensemble. Donc, vous voyez aujourd'hui, sur la French Tech, il y a des gros montants qui sont levés. Bon, c'est des choses assez vertueuses quand même. Donc, vous avez raison, il y a vraiment un sujet d'éducation. Mais nous, on veut y contribuer. Chez France Invest, donc une nouvelle présidente qui s'appelle Claire Chabrier. Ouais. Qui sera avec nous la semaine prochaine. On va faire une émission spéciale là-dessus, si tu veux. Donc, tu vois, voilà, on va pouvoir... Son prédécesseur, Dominique Gaillard, on prêchait beaucoup la bonne parole pour ça, et je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas le sujet des taux aussi, qui fait que... l'endettement coûtant pas cher. Ah ben oui, non, mais bien sûr. Non, mais oui, mais enfin ça c'est conjoncturel. Je crois que le sujet il est effectivement culturel en ce qui concerne d'ouvrir le capital des boîtes françaises. Voilà. François, encore une petite question. Le sujet, parce que alors citons Geoffroy Roux de Bézieux, moi c'est une phrase. Le manque de main-d'œuvre est le plus grand danger pour l'économie française. En fait, il l'avait dit pendant l'université d'été du MEDEF. Je trouve que ça n'avait pas fait autant d'écho que ça en aurait dû. Je vois donc là, Boris Johnson, c'est quand même intéressant. Énorme. Après le Brexit, Hein 10 500 visas de travail provisoires face aux pénuries de chauffeurs routiers qui sont en train de créer des pénuries d'essence. Vous avez sans doute vu ça, et notamment ça s'est accéléré ce week-end. Alors, il y a chauffeurs routiers et entreprises de volailles. Je comprends bien les chauffeurs routiers, je n'ai pas été regardé pourquoi il y avait nécessité de 4000 personnes dans les entreprises de volailles. Le sujet de l'immigration, de travail, parce que... il est vitrifié, c'est même pas la peine d'essayer de le mettre à l'agenda de nos débats politiques, où il y a peut-être une possibilité. C'est un sujet gigantesque, d'ailleurs on pourrait y passer la journée. Là. Non, mais on peut y passer un petit moment. Non, mais ça m'intéresse énormément, on est là pour ça. C'est un sujet personne d'autre n'en parlera. Qui n'est pas nouveau entre nous, parce que ça date pas de la crise. Enfin, aujourd'hui, bien entendu, les tensions sur le marché du travail sont beaucoup plus fortes, etc. Mais enfin, même avant la crise, j'ai beaucoup discuté avec un certain nombre de fédérations professionnelles qui disent mais comment on fait pour trouver les bras qui nous manquent. Donc il y a un vrai sujet. Il y a le sujet des formations, accessoirement. Il y a le sujet des rémunérations, pour ceux qui estiment que le levier passe par les rémunérations, mais à mon avis, ce n'est pas le sujet unique, loin s'en faut. Puis en effet, il y a le sujet des migrations, qui est encore une autre question.
L'Allemagne a très longtemps utilisé ce levier-là pour pouvoir soutenir la croissance allemande, ouvrir à l'extérieur, trouver des forces nouvelles, des bras nouveaux. Ça a été un levier. D'ailleurs, on attribue à Angela Merkel énormément de talent et elle en a eu vraisemblablement. Mais enfin, ça a été l'un des éléments, une croissance allemande tirée par l'international et en même temps une capacité à faire venir en Allemagne des gens qui travaillent pour aider les entreprises. Donc c'est aussi un sujet majeur. Et en effet, je vois le sous-jacent qui politiquement est extrêmement sensible. Et dans le contexte actuel... Mais ça tue un débat qui est peut-être indispensable. Ça tue un débat qui est indispensable ou qui, dans un monde idéal, mais il y a parfois un écart entre l'idéal et la réalité, qui appellerait à être posé de manière, peut-être Croissance Plus qui peut faire ça, je ne sais pas, posé de manière apaisée. Ils ne peuvent pas tout faire. Ah bon, non, confiance en Croissance Plus. Toujours prêt. Bien. Parce qu'au fond, c'est aussi une question au-delà des questions humaines, c'est aussi une question... qui peut être gagnant-gagnant, c'est-à-dire au fond, on a des entreprises qui ont des besoins et on a des personnes qui ont envie de venir en France et envie de travailler, donc ça peut être dans un monde idéal. Ah ben évidemment, voilà, non, mais c'est ça un scénario tout à fait positif. Non, et puis alors, reprenons, parce que moi la phrase elle est forte, plus grand danger pour l'économie française. Tu prends un sujet comme le bâtiment, qui est quand même au cœur d'énormément des sujets aujourd'hui, qui sont les sujets qui crispent la société française. À un moment, si tu n'as plus personne pour construire, tu n'as plus de politique possible même. Enfin, bon, ceci dit, le sujet est extrêmement compliqué à aborder. En Allemagne, on a 4,5% de chômage. En France, on a 9% de chômage. Donc, lancer un débat public, alors bon courage à Croissance Plus, mais lancer un débat public apaisé en disant on va ouvrir nos portes pour que des gens viennent travailler dans une entreprise, à un moment où on a 9% de chômage, vous allez voir toute une partie des gens qui vont dire c'est scandaleux, c'est inadmissible, etc. Au-delà des questions liées les sensibilités sur l'immigration. Donc, c'est extrêmement compliqué. Dans un monde idéal, là encore, il faudrait d'abord déréguler un petit peu les choses. C'est ce qu'a fait l'Allemagne en réalité. Déréguler le marché du travail, avoir une logique, une vision un peu plus pragmatique de la situation, et puis dire, oui, on a des besoins, et essayons de raisonner tout ça. Mais on a à la fois un système social et de protection qui est différent, et puis on a quelques sujets sur les questions migratoires qui sont aussi extrêmement sensibles. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est bien embêtant. Moi, je pense que, de la même manière, il faut prendre un peu de recul par rapport à la question et vous poser la question de l'immigration, mais ça pose la question finalement du travail, sur lequel il y a plusieurs réponses. D'abord, il y a un sujet, c'est qu'en France, on est quand même encore, et on a un entrepreneur de Croissance Plus qui s'est fait un peu un militant de cette cause, mais pas mal d'hommes politiques s'y sont engouffrés, on a parfois intérêt à ne pas travailler. C'est-à-dire qu'entre le RSA, les allocations... Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Ça va être en partie réglé 1er octobre. Oui et non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres réflexions à mener autour de ça pour essayer de diminuer le nombre d'allocations qui viennent se rajouter, etc. Et qui créent ces effets de seuil qui fait que les gens n'ont pas forcément intérêt à travailler. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait une formation qui soit très très proche du terrain. Et non, mais tout le monde a dit, mais j'ajouterais un petit sujet, peut-être un peu plus précis, un peu plus qualitatif. C'est qu'il y a des entreprises, par exemple, j'ai eu l'exemple de Cégide, qui en fait, pour former les partenaires qui sont nécessaires au développement de son écosystème, fait des formations extrêmement ciblées sur ces gens-là. Donc, je crois qu'à un moment donné, à l'ère du big data, d'intelligence artificielle, etc., il faut revenir un petit peu à ce qu'avait fait Peter Hart dans les années 2000 avec Schroeder, où finalement, il faut faire quelque part un peu du micromanagement, essayer de faire du mapping entre l'offre et la demande au niveau local, et puis quand il y a effectivement des déficits de compétences, faire les formations qui vont bien. Donc, je pense que nous, on aurait tendance à pousser le sujet sur ces angles-là. Après, l'immigration peut être une réponse, mais une fois qu'on a traité le problème d'une manière plus globale. Je pense qu'on a vraiment les outils pour le faire. Moi, j'accompagne une start-up qui s'appelle EasyWork, qui est dans l'intérim digital. Et en fait, on voit bien que sur l'analyse de bassin d'emploi, aujourd'hui, si les boîtes élargissaient peut-être de 10 km le bassin dans lesquels ils regardent, où ils sont capables de dire aux personnes qui sont dans ce bassin d'emploi, si vous faites telle formation, vous avez 99% de chances d'obtenir ce job. Et en fait, le sujet du financement de cette formation, ou le sujet même de la mobilité, aujourd'hui, pourrait être traité. Le sujet du financement, c'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Il y a du pognon. Franchement, il y a du pognon. Des formations de caristes, etc. Donc... Non, mais même numérique. La grande école du numérique, elle a aujourd'hui de la poudre sèche, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a du pognon qu'elle n'utilise pas. Voilà. Mais effectivement, je trouve que en fait, ça devrait être un travail. Ce que je trouve intéressant dans l'annonce de Boris Johnson, c'est un moment de dire voilà de quoi on a besoin
et pouvoir le formaliser. C'est-à-dire que nous, on prend toujours les problèmes, enfin, on a tendance à tout moyenner, à essayer de traiter le gros problème. Et peut-être que les filière par filière, on pourrait aussi réfléchir à combien de personnes on a besoin et faire ces analyses un peu plus poussées. Aujourd'hui, le digital, il nous permet... Elles sont faites dans les branches en partie, Julie. C'est-à-dire, oui, mais... tu sais que sur les chantiers, tu manques... Enfin, ils savent exactement de combien de gars il manque. Mais c'est là où je pense que, justement, on pourrait... pour avoir le débat clairement sur combien de bras il nous manque et de qui on pourrait faire rentrer, il faudrait clarifier clairement les besoins et les partager. Bien. C'est la seule manière, je pense, de le rendre aussi acceptable, puisque les Français pourront voir que c'est des jobs qu'ils ne veulent pas. C'est assez clair, oui, je crois. Oui, oui, ça, je crois que c'est assez clair. Qu'ils ne veulent pas, sans doute pour des raisons qui font que tu peux te permettre le luxe de refuser un job parce que tu as des dispositifs sociaux et d'assistanat qui t'y aident, mais ça aussi... ça fait partie de l'histoire du pays. Oui, François, non, parce que en réalité, on parle de tout ça depuis des années. Mais bien sûr, je sais bien. Et, au moins 20 ans qu'on parle, y compris le sujet des formations. Y compris le sujet des formations. Là, Castex annonce un plan à nouveau à 1,4 milliard. Et depuis 20 ans que je suis l'actualité économique, ça doit être le 20e que je vois, quoi. Voilà. Et nous sommes très jeunes. Donc... non, mais peut-être le fait, c'est ce qu'on est en train de faire là, mais le fait simplement d'en parler, de dire, il y a des entreprises qui ont des besoins, c'est un sujet, ce que vous faites, c'est ce que fait Geoffroy Roux de Bézieux, c'est ce que fait Boris Johnson de manière plus active parce qu'il est au pouvoir, mais peut-être déjà le fait de poser ça et de dire au fond, là il y a un vrai sujet et ça permet de déplacer la question des migrations qui sont souvent vues uniquement en termes démographiques ou culturels ou civilisationnels. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des entreprises qui doivent tourner, qui doivent vivre, etc. etc. Donc peut-être c'est à cette question de la sensibilisation au sein du débat public qui peut aussi jouer un rôle. C'est peut-être un vœu pieux, allez-vous me dire, mais bon... On marque une pause et puis on va parler du CO2, qui est aussi un vrai grand beau débat dans un instant.